Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, un thème de réflexion peu commun. On ne parlera pas de philosophie encore peut-être, on va surtout parler de poésie. Et j'ai invité deux spécialistes de poésie, un poète et puis un commentateur. Je vous les présente tout de suite. Il s'agit, le poète, c'est Yves Namur. Vous êtes docteur en médecine, vous êtes l'auteur de très nombreux recueils de poésie et vous êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Alors j'ai invité un autre membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, en la personne de Gabriel Ringlet. Vous êtes théologien, vous avez été vice-recteur de l'Université catholique de Louvain et vous avez écrit un livre intitulé « Effacement de Dieu, la voix des moines poètes ». Donc vous vous intéressez à la poésie, alors qu'Yves Namur, lui, il écrit de la poésie. Alors j'ai en main plusieurs de ses recueils, Ce que j'ai peut-être fait, La tristesse du figuier, un poème avant les commencements. Vous avez commencé tôt, Yves Namur, à écrire 1975. Vos premiers pas de poète? Oui, exactement, 1972. Mais c'est probablement Sur la trop tôt. couverture, il y a 75. Oui. Donc, dès 72, vous qui êtes étudiant en médecine, vous vous consacrez à la poésie. J'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la poésie? Moi, j'ai des souvenirs qui datent de la télé. On voyait Ronsard, les sonnets du Bellay, on voyait la poésie un peu engagée de Hugo, on voyait Villon, les ballades. Qu'est-ce que c'est que la poésie aujourd'hui? Est-ce que pour les personnes qui nous suivent, on peut dire que la poésie de notre temps, ça ressemble à ce qu'écrivait Villon au XVe, Ronsard du Bellay au XVIe, Mallarmé au XXe, Victor Hugo au XIXe? Yves Namur. Je pense peut-être que, comme disait Yves Bonnefoy, la poésie est loin de ses demeures possibles. Donc je pense que la poésie que je pratique, ou la poésie que Gabriel Ringlet et moi aimons peut-être particulièrement, est une partie peut-être des choses, et qu'il y a, comme en musique, comme en peinture, dans tout art, il y a de nombreuses maisons de poésie. Il y a des évolutions. Il y a des évolutions probables. Il est certain que dans les années 70, il y avait à la mode, et le livre Un poème avant les commencements est un peu dans cette mouvance. C'était une écriture, ce qu'on appelait la poésie blanche, très dépouillée, etc., dont je me suis éloigné tout à fait personnellement. Mais donc il me semble qu'il n'y a pas qu'une seule voix dans la poésie. Il y en a beaucoup. Je vais encore vous transmettre mes souvenirs d'élève. Pour moi, la poésie, c'était très contraignant. Et en particulier, il y avait des formes fixes. D'abord, il y avait une versification, mais il y avait des formes fixes, ballades, sonnets, etc., etc. Aujourd'hui, quand je lis les poètes d'aujourd'hui, ben, il n'y a plus de formes fixes. Ce sont souvent, pourrait-on dire, de la poésie en prose. Moi, j'ai envie de dire deux choses. Premièrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demeures, Oui. heureusement d'ailleurs. Dans la maison du Père. Dans la maison du Père et surtout dans la maison de la poésie. Surtout dans la maison du poème, voilà. Mais non seulement il y a beaucoup de demeures, mais la poésie, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Oui. Alors il se pourrait que notre formation scolaire ait un peu détruit cela, mais avec des mots tout simples, on peut entrer en poésie, parce que la poésie, pour moi, c'est une forme de révolte, c'est une forme de protestation, c'est une forme qui nous permet de conduire plus loin ce que nous vivons dans la vie quotidienne. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 19 ans dans un quotidien extrêmement populaire. J'ai vraiment côtoyé des ouvriers non qualifiés qui étaient de vrais poètes. Donc sur ce terrain-là, on ne me la fait pas. Il ne faut pas nécessairement être un intellectuel pour avoir vraiment en soi une démarche poétique. Mais La tristesse du figuier, c'est un livre d'Yves Namur. Pour quelqu'un qui ne fréquente pas la poésie, c'est qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots? Tristesse du figuier. En quoi un figuier peut-il être triste? C'est merveilleux.
C'est merveilleux d'imaginer qu'on peut aller se mettre à l'ombre d'un figuier. Il ne faut pas être un intellectuel pour avoir découvert cela, mais il faut quand même être dans un monde qui prend un peu distance. Moi, je raconte souvent, vous l'avez cité, que comme vice-recteur de l'Université de Louvain, je n'ai jamais abordé une question un peu complexe sans faire appel à un poète, parce que le poète m'amenait chaque fois à prendre distance ou à regarder ma décision autrement. Donc c'est très concret, la poésie. Il y a un véritable combat à mener pour qu'elle se rapproche du grand public. C'est une erreur de croire que c'est la versification de nos enfances, hein. C'est une grave erreur. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis le souvenir Oui, mais je sais. que la plupart des personnes qui nous suivent gardent. C'est la versification, ce sont les poèmes à forme fixe. Et même si nous pensons à des poètes contemporains comme Brassens, c'est encore la versification, c'est encore une certaine forme contrainte. Mais il faut la mettre là où nous vivons des choses concrètes. Oui. Si je suis en train de vivre une grande joie, si au contraire je suis en fin de vie, que je me trouve dans un hôpital, mais la poésie peut être d'un formidable secours, non pas pour fuir, hein, non pas pour lire un beau texte pour que j'oublie ma maladie, hein, au contraire, pour que j'empoigne ce qui m'arrive et être capable de porter ce qui m'arrive un peu plus loin. Je relève ce que vous venez de dire, Gabriel Ringlet, parce que, me semble-t-il, quand je lis de la poésie, il s'agit souvent non pas d'un chant de joie, mais plutôt d'un chant de tristesse. Il me semble que dans ce que je lis, il y a plutôt une forme de déréliction. Vous allez dire que je me trompe complètement, Yves Namur. Je pense qu'il y a des poètes qui célèbrent la joie, d'autres Pas beaucoup, qui quand sont même. dans le manque. Personnellement, je pense que c'est dans le manque que l'on s'exprime peut-être le mieux, et c'est aussi dans le manque que l'on va chercher justement et que l'on creuse. Si je peux me permettre, Non, je vous en prie. si je peux me permettre, moi, je vais réunir les deux. Autrement dit, la poésie, elle est au cœur de la blessure, tout à fait, au cœur du manque, mais c'est là que se trouve la joie. Autant je me méfie du bonheur, qui est arrivé, qui est trop rond, autant je pense que la joie peut être légère, et que même au fond du puits, et même là où nous sommes dans l'impasse la plus totale et où nous ne savons plus vers où marcher, autant la joie peut soudain nous rejoindre de manière tout à fait inattendue, par éclat. Et là, nous sommes en poésie. La poésie nous permet de traverser les impasses les plus invraisemblables. Et c'est ce que moi j'aime particulièrement chez Yves Namur. Il y a la tristesse du figuier, ça dit déjà son chemin dès le titre, l'ombre, la poussière, donc des choses extrêmement concrètes. La sécheresse. La sécheresse. Donc on pourrait dire tout ça, ce sont des mots entre guillemets négatifs, mais pas du tout. Ce sont des mots qui nous conduisent, je me permets de le dire, c'est mon interprétation, au cœur même de nos interrogations les plus fondamentales, au cœur même de notre vie spirituelle, qu'elle soit laïque ou religieuse d'ailleurs. Bien sûr. La poésie, je pense, est aussi une question d'émotion. Oui. C'est Pierre Verdi qui écrit ses essais en disant cette émotion appelée poésie. Je crois que c'est cela. C'est aussi de l'émotion et c'est aussi, comme Gabriel Ringlet le disait, ouvrir un peu l'échelle du réel. C'est aller plus loin peut-être que le visible. Ça, c'est aussi, me semble-t-il, une des richesses de la poésie. Dans un des derniers livres de Eric Emmanuel Schmitt, l'un des intervenants dit « Il n'y a pas de mots qui parlent de l'invisible ». Et la réponse est de dire « Mais si, ceux de la poésie ». Alors la poésie, vous qui êtes poète, c'est pas facile à écrire, c'est peut-être plus difficile à écrire qu'un roman, une nouvelle ou une pièce de théâtre, parce que les poètes finalement écrivent peu, donc ils consacrent beaucoup de temps à la construction de la forme qu'ils nous livrent. Je pense que c'est une attitude qui varie d'un auteur à l'autre. Nous connaissons en Belgique des poètes comme Jacques Izoard, par exemple, qui écrivaient 2 poèmes tous les jours. D'autres écrivent un livre tous les 5 ou 10 ans, c'est possible.
Je crois que ça, c'est un peu la marche de chacun à son rythme et sa quête personnelle. Parce qu'il y a quand même une volonté dans le poème, une volonté de construction extrêmement précise, déséquilibrée ou volontairement déséquilibrée. Il y a là une recherche du mot à mot, si j'ose dire. Oui, ça c'est le travail, hein. C'est Oui, ce oui. qui vient. Et c'est parce que vous êtes après. poète que je vous interroge Oui, là-dessus. c'est le travail, cela, c'est ce qui est finalement probablement le moins intéressant pour le poète. Ce qui l'intéresse, c'est d'être émotionné par quelque chose ou interpellé par quelque chose de triste, de gai, de joyeux. Encore que, pour en revenir à ce que Gabriel Ringlet disait au niveau du bonheur, Rilke disait que il n'y avait rien de plus difficile, par exemple, qu'un poème amoureux. Tout cela pour dire que chacun travaille un peu à son rythme. Personnellement, c'est plutôt dans le manque. Mais le travail de la rédaction d'un poème, ça c'est un peu du métier, peut-être. C'est un chemin de dépouillement. Le manque, le dépouillement. J'évoque dans mon livre sur les moines poètes une abbaye. Oui. Et je dis que le constructeur de cette abbaye est un vrai poète. Pierre Thibault, qui est un des grands architectes du Québec. Mais si je cite ça ici, dans le contexte de notre conversation, c'est parce que lui, avec ses étudiants, lorsqu'il présente un projet, lorsqu'il leur demande de construire quelque chose, dit « Qu'y a-t-il encore que vous pouvez supprimer ?» Moi, je trouve ça remarquable. Lui dit qu'il n'arrive à l'épure de son bâtiment que quand il a supprimé tout ce qui dépassait. Je pense que les grands poètes travaillent dans le dépouillement, en fait. Mais arriver au dépouillement, c'est vrai pour un poète comme c'est vrai pour une démarche spirituelle, pour une démarche intérieure. C'est un travail immense. C'est parfois le travail de toute une vie, de décaper, décaper, décaper. Alors le poème, c'est une épure, si je Oui. vous suis bien. Moi, j'en suis absolument convaincu. Et d'ailleurs, vous avez de très, très, très grands poètes qui, en quelques mots, peuvent vous dire toute une éternité. Je cite Catherine Marie de la Trinité, qui est une grande contemplative française. Elle a 84 ans. Elle a des poèmes qui tiennent parfois en quelques mots. Mais moi, je suis absolument époustouflé de voir comment, en 2 ou 3 mots, elle peut pratiquement, pour moi, rassembler tout un traité de théologie, où un théologien professionnel aurait mis 10 ans pour arriver à ce concept, et elle me l'a dit en 2 versets, quoi. Mais vous la comprenez parce que vous êtes théologien. Moi qui ne suis pas théologien, est-ce que je suis susceptible de la comprendre ? Ah, moi, j'en suis absolument convaincu parce qu'elle est arrivée à un tel dépouillement et un tel décapage que n'importe qui, sans avoir fait la moindre étude, peut se sentir rejoint. Mais j'aime bien ce que disait Yves. C'est d'abord une question d'émotion. Si l'émotion n'est pas au rendez-vous, on peut arrêter l'émission, hein, on peut fermer les livres. Hein. Donc c'est d'abord être mis en route par un texte. Et puis qu'on y trouve des tas de choses après, qu'un théologien puisse l'interpréter comme ceci, comme ça, d'accord, ça nous sera donné par surcroît. Mais d'abord l'émotion, sinon... Oui, mais l'émotion de l'un n'est pas l'émotion de l'autre. Tant mieux. Oui. Mais tant mieux. Oui, mais tant mieux. C'est une phrase de Stéphane Mallarmé qui dit « Un poème, c'est un mystère ». C'est un mystère Dans dont son le cas, on peut le lecteur, dire. c'est un mystère dont le lecteur tient une clé. Et je pense que quand un poète a donné son texte, il ne lui appartient plus. Il appartient à celui qui le lit, qui l'écoute, qui recrée lui-même son propre imaginaire et sa propre recherche. Je crois que c'est ça une des grandes qualités peut-être du poème, c'est de laisser un espace libre à celui qui est à l'écoute, qui reçoit le poème. Mais écoutez, La tristesse du figuier d'Yves Namur, Oui. je l'ai lu une première fois. Je l'ai relu en fonction de notre émission. J'y trouvais des choses qui n'avaient rien à voir avec celles que j'avais découvertes lors de ma première lecture il y a quelques mois.
puis vous allez mettre d'autres lecteurs à côté, et ils vont y entrer autrement. C'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que moi j'aime tellement la poésie, c'est parce qu'elle est à l'autre extrême du dogmatisme. Le chemin n'est jamais arrêté, il n'est jamais balisé. Et ça, c'est une chance formidable. Il n'est pas balisé, il n'est pas fermé, mais il est parfois difficile à poursuivre. Entrer dans le chemin de la poésie, c'est pas nécessairement une chose facile. Vous évoquiez vous-même Mallarmé. Ben, Mallarmé, c'est pas aisé. Déjà, Paul Valéry, c'est pas facile. Défends-toi. Ben oui, vous êtes membre de l'Académie, vous avez été primé par Par le prix l'Académie Mallarmé. Mallarmé. Alors, Par le vous prix êtes Yves Mallarmé. Dabur, vous êtes prié de défendre Mallarmé. Oui. Mallarmé écrit bien d'autres choses que le fameux coup de dé. Hein. Mais je pense que, pour en revenir à la poésie en soi, parce que il y a de multiples définitions de la poésie. Il y a des dizaines de pages pour parler de ce qu'est la poésie. Et on en revient, me semble-t-il, toujours à la même chose. La poésie est aussi ce qu'il y a de plus caché en nous. Il faut ouvrir ces choses cachées. Et là, je parlerai volontiers du livre, justement, du caché, l'effacement. Je crois que là, on joue un peu cet effacement. Le poème, c'est aussi, quelque part, une prière. Et m'est arrivé de dire à Gabriel Ringlet, entre parenthèses, son livre est un magnifique appel à la poésie, à lire la poésie. Et moi, je regrette parfois de ne pas être moine pour avoir figuré dans ce livre Effacement de Dieu, qui est c'est extraordinaire. Il nous faut des auteurs comme Gabriel Ringlet pour justement porter au devant de la scène, porter un peu ce mot de poésie et ce que cela contient. Son livre et les auteurs qu'il présente nous aident à vivre. La poésie, c'est aussi quelque chose qui nous aide à vivre. C'est un viatique. Hein, et au travers de son livre, je pense que on a là une invitation remarquable à découvrir la poésie et celle de quelques poètes dont il est question. Hein. Si je peux me permettre, nous sommes au cœur du sujet, hein, puisqu'il emploie le mot effacement. On ne peut pas parler d'effacement de Dieu sans faire appel à la poésie, sinon on n'y comprend rien. Or, ce qui est magnifique, c'est que des moines, et notamment les moines que je cite, et dont la vie tout entière est consacrée à la recherche de Dieu, au lieu de nous dire « Dieu est là », facile, on l'a trouvé, c'est « il nous échappe tout le temps, nous ne savons pas où il est, il se cache sous le pommier ». C'est quoi d'autre que de la poésie de dire que Dieu se cache sous le pommier? Ou bien Gilles Baudry, qui est un des plus grands poètes contemporains, à mes yeux, qui dit de l'âme d'un violon, oseriez-vous relever les empreintes digitales? C'est une manière de définir la présence de Dieu. C'est magnifique, ce n'est pas compliqué. Hein? Un violon, l'âme d'un violon, les empreintes digitales, il met ça ensemble à propos de Dieu, et vous êtes dans de la toute grande poésie. Et moi j'aime beaucoup cela parce que le Dieu que je cherche en balbutiant, c'est précisément celui que les poètes m'ont révélé. Pas seulement les moines, hein. La poésie biblique par exemple, parce que si je peux me permettre, je pense qu'il y a quelque chose de biblique dans l'œuvre, je ne sais pas ce qu'il en dira, hein, dans l'œuvre d'Yves Namur. Il parle de la poussière, il parle de la dormition, rien que le thème du figuier, qui est très très important à travers la Bible. Bien se sûr. Cacher à l'ombre du figuier, ce n'est pas un thème qui vient de nulle part. Hein. Et donc, moi je pense que ce qui est magnifique dans le récit biblique, c'est précisément que Dieu nous échappe et qu'il se cache. Et donc, ce sont des poètes qui se sont mis au service de ce grand récit-là. Je ne sais pas si vous souscrivez. Oui, je souscris. Et alors je dirais, en écoutant Gabriel, qu'il y a une chose, évidemment, nous sommes tous les deux attachés, d'autres, nous sommes tous les deux attachés à cette poésie, dite une poésie pensante. Oui. Je crois que cela, il faut le dire. Nous évoquions au début de l'émission qu'il y avait de nombreuses maisons de la poésie. La nôtre, plus particulièrement, est celle d'une poésie pensante. Hein. Je pense que, je crois que c'est une chose qui nous tient à cœur.
si j'avais à vous donner ma définition, mais vous Ça ne nous pourrez manque la... jamais, hein. Oui, vous pourriez la réprouver. Je dirais que la poésie est un bercement. Ce toit tranquille où marchent les colombes. Mon père, ce héros, ses rires si doux. Et là, allons voir si la rose. Il y a, pour moi, dans la conception que j'en ai, une musique, un bercement. Et c'est pourquoi je classe Brassens parmi les plus grands poètes du XXe siècle. Alors, est-ce que ma définition, le bercement, est-ce qu'elle vous agrée, Yves Lamure? Quand on ouvre le Larousse à la page poésie, Oui. eh bien, il est dit qu'il y a de la sonorité et du rythme dans ce discours, c'est vrai. La raison étant aussi, et c'est la raison pour laquelle l'alexandrin a été l'une des formes fort prisées par les poètes. Mais aujourd'hui, on Parce a, qu'il je offre un pense- certain balancement régulier. Oui, c'est cela. Mais je crois que le vers libre peut aussi offrir ce rythme. Le vers Peut-être libre, moins perceptible, le rythme. peut-être, mais le vers libre n'empêche pas que lorsque l'on se met à compter, que l'on ait aussi des alexandrins. Hein, même si chaque vers ne se termine pas nécessairement par une rime rime, oui. riche ou autre chose. Donc la musique, oui, le rythme, oui, sinon il n'y a pas de poésie, mais le bercement, c'est une partie de la poésie, mais elle peut être aussi un terrible labour, elle peut être aussi une terrible protestation, hein, dans les situations qui nous font hurler, et y compris les situations de l'actualité. Je pense qu'il est formidablement important que la poésie se lève et qu'elle proteste et qu'elle hurle à la une de l'actualité. Et lorsque nous sommes dans l'impasse et que nous n'avons plus de voix au sens propre du terme, il arrive que la poésie soit encore capable de nommer ce qui nous arrive pour que nous puissions nous en emparer. Donc je ne veux pas non plus que l'on donne de la poésie, personnellement en tout cas, une image trop douce. Elle est à la fois dans une musique à l'intérieur de moi-même et qui peut être une petite fontaine dans la nuit, mais elle est aussi un cri et un hurlement à certains moments. Et heureusement, moi, devant des situations difficiles, devant des situations tragiques que j'ai vécues, je pense que je n'aurais pas été capable de les traverser sans la poésie. Oui, mais j'en parlais au début. Qui est-ce qui lit la poésie aujourd'hui? C'est au fond réservé à une sorte de minorité intellectuelle, culturelle. Je crois que le grand public... Non, je ne pense Non, pas à moi cela. non plus. Je crois qu'il y a Vous une récusez chose, ma vision. Non, oui, tout à fait. Ah ben, Je j'en crois suis heureux, Mais Yves il y a Lamure. une chose qu'il faut dire, c'est que la poésie n'a rien à voir avec l'utilitaire. Et aujourd'hui, notre siècle, notre société est une société d'utilitaires. Et donc, la poésie, j'aime quand même à le rappeler, et Gabriel Ringlet est un spécialiste du cantique des cantiques, c'est quand même le genre littéraire premier, probablement. Quand l'homme s'est exprimé, une première expression, c'est par le poème. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation, d'utilitaire, et là, la poésie échappe à l'économique. Mais je pense que si tout le monde lisait un peu de poésie, je pense que le monde, je m'en excuse de parler comme ça, mais je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Il faut vraiment oublier, si j'ose dire, la déformation scolaire. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des tout-petits dans une partie antérieure de mon existence, qui avaient 5 ou 6 ans. Ils étaient poètes. Naturellement, ils trouvaient des images qui vous sidéraient. Et puis, toute une technologie, toute une économie vient écraser tout cela. Et donc, le vrai combat, c'est comment, lorsqu'on a pris un peu d'âge, retrouver cette poésie quasi naturelle de nos propres enfances. Vous avez été journaliste dans votre existence, notamment journaliste à la Wallonie. Oui. Alors, la Wallonie, pas plus que la Libre Belgique ou Le Soir ou Vers l'avenir, nous présente, ne fût-ce qu'une fois par semaine, un petit poème. Est-ce que ce ne serait pas peut-être une façon de faire connaître la poésie à nos contemporains que de l'insérer
soit dans la Bien presse sûr. écrite, soit même dans la presse radiophonique ou télévisée. Non, mais là, je suis très très content de la question et je sais bien qu'il va dire la même chose, hein. Dieu sait si quand nous regardons le fonctionnement des médias d'aujourd'hui, la poésie, de fait, est absente, y compris dans les pages littéraires des journaux, d'ailleurs. Et donc, Mais même hors des pages littéraires, il y a un éditorial, un article de fond, pourquoi pas un petit poème? Le lecteur serait amené à réfléchir, pourquoi pas, dans les écrans que nous voyons à la télévision, de temps en temps, un petit poème. mais tout Poème, à trois fait, mais lignes. tout à fait. Et là, les producteurs de médias se trompent absolument quant à l'attente du public, hein. Oui. Quand on va au Québec, si on est à Trois-Rivières, par exemple, Oui. vous connaissez ça, hein? Oui, je connais Et qu'on est dans la Trois-Rivières, ville oui, et qu'on voit des extraits de poèmes à toutes les vitrines Oui, oui, oui. d'un café, d'un restaurant, d'un cinéma, de la mairie. C'est extraordinaire. Et il y a à la fois la poésie du monde entier et les poètes québécois. Ben moi, je fais la proposition, hein, que dans toutes les villes belges, il y ait dans les vitrines des petits extraits de poèmes. Croyez-moi, la population se porterait mieux. Vous avez le mot de la fin, Yves Namur. Le mot de la fin, je pense que la poésie, je voudrais qu'elle soit entre toutes les mains. Oui, au fond, ce ne serait pas une mauvaise idée, hein, Oui. de la disperser à la télé, à la radio, dans les journaux, même dans les feuilles gratuites que l'on distribue dans le Absolument. métro. Pourquoi pas quelques lignes, Dans les taux de bois. quelques vers libres qui nous amèneraient à réfléchir et à donner une autre dimension à notre existence. C'est pas une mauvaise idée, je pense, hein. On va la soutenir à nous Moi, je trois. pense que c'est au cœur, voilà. On va créer On va une essayer, association. on va essayer. Merci infiniment, Yves Namur. Merci infiniment, Gabriel Ringlet, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle, Gabriel Ringlet, que vous avez écrit un ouvrage, Effacement de Dieu, la voix des moines poètes, publié aux éditions Albin Michel. Et alors, j'ai sous les yeux quelques-uns des recueils d'Yves Namur, Ce que j'ai peut-être fait, collection Terre de poésie, La tristesse du figuier, collection Terre de poésie, et un poème avant les commencements, publié au Taillis-Pré. Merci, messieurs, pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.